Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 28 juin et à la une de votre journal, la signature d'une convention entre l'UDCCAS et l'État. Les centres communaux d'action sociale ont encore du mal à s'approprier leur mission. Dans l'optique de les aider à se développer, un financement va leur permettre de recruter un chargé de développement qui va accompagner les centres communaux dans leur évolution. Il va aussi permettre de constituer un centre de ressources pour centraliser les données recueillies par les différents centres et mieux appréhender les besoins des communes. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Ce matin, l'Union départementale des centres communaux d'action sociale, l'UDCCAS, a signé une convention financière avec l'État pour un montant de 60 000 €. Cette convention va permettre aux CCAS qui sont en charge d'analyser les besoins sociaux des communes de recruter un chargé de développement pour structurer, développer et accompagner ces centres communaux. Une convention qui va permettre de booster l'action des centres. L'instance ne pourra pas fonctionner si on n'arrive pas à avoir un minimum de moyens, notamment l'embauche d'un chargé de développement pour impulser l'action de cette association, raison pour laquelle nous nous sommes adressés à l'État, au département, mais aussi à la Caisse de sécurité sociale pour nous aider à installer l'infrastructure par l'embauche d'un chargé de mission et pourquoi pas la location d'un local pour asseoir l'activité de l'association. Un local qui permettrait de constituer un centre de ressources afin de recenser, capitaliser et diffuser les différentes initiatives en matière d'action sociale. Une convention dont se félicite le directeur de la DJSCS qui prend en considération les évolutions que ce financement va permettre. Ce partenariat va nous permettre d'abord d'avoir un ingénieur de projet qui va pouvoir mettre en place des dispositifs, qui va nous permettre d'avoir une vraie lisibilité de l'action de l'État, mais aussi des collectivités sur leur territoire, d'avoir une connaissance plus fine des besoins de la population et donc de mieux y répondre par l'action publique. Des actions plus précises qui vont permettre à l'État et aux centres communaux d'action sociale de mieux s'adapter aux besoins des populations au sein des différentes communes. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Ali Nizari, le président de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Avec le micro, bonsoir. Comment vous voyez cette signature? Vous travaillez avec les associations familiales, avec les CCAS. Comment vous voyez cette signature? C'est un pas en avant. On avance, on structure. On imagine que vous voyez ça d'un très bon œil. Bien sûr, ça fait partie quand même des avancées considérables qu'il faut saluer. Il faut saluer bien sûr le travail de sa présidente qui, dès la création de ces unions départementales, avait déjà annoncé la couleur, c'est-à-dire qu'elle allait sensibiliser tout le monde pour un intérêt commun qui est l'action sociale. Donc moi je salue vraiment le travail parce qu'après tout, les CCAS sont au service des familles et nous sommes quand même là pour l'accompagnement des familles. Et pour finir, vous savez que dans les CCAS, les UDAF siègent dans les conseils d'administration. Donc on ne peut qu'être heureux et encourager ces belles initiatives. Alors parlons de l'UDAF, il y a eu une assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui. De quoi a-t-il été question? Là aussi, ça se structure. De quoi a-t-il été question lors de cet AG? Alors, c'est une AG classique où on fait pas extraordinaire, c'était un AG, donc j'étais pas menacé, ordinaire. mon poste n'était pas menacé, voilà, pour plaisanter. Mais c'est vrai que c'est une AG donc ordinaire, avec justifié auprès de nos partenaires, que je vais citer parce que nous avons aujourd'hui pu mobiliser l'État. Le préfet a été représenté. Nous avons eu l'incontournable sénateur, M. Tani Mohamed Swali, qui est quand même un habitué de ce genre d'exercice. Nous avons eu à côté le conseil départemental par Issa Abdou, aussi l'infatigable dans l'action sociale, et la commune de Mamoudzou. Toutes les associations étaient présentes. Donc c'était une communauté de familles face aux décideurs. Je crois que c'est une belle image pour notre pays parce que le pays a besoin d'unité et l'unité commence par là. Donc pour revenir à l'AG, donc nous avons approuvé les comptes. Donc je salue le travail des agents bien sûr parce que ce sont comme les agents qui ont assuré l'ensemble de ces missions. Les partenaires qui nous ont accompagnés, que je viens de citer, sans oublier la caisse
qui n'a pas pu se déplacer pour des réseaux d'agenda, mais la caisse était là. Quand on voit les écrits que nous avons fait, nous avons tout de suite compris que la caisse est un partenaire incontournable. Donc, et l'UNAF qui est quand même notre organisme national, qui est là aussi, qui nous accompagne. Donc, franchement, pour moi, c'est un AG qui a eu tout ce mérite d'être. Et puis, ça tombe bien avec ce sujet que nous venons de voir. Donc, tout va bien. Nous avons profité justement pour lancer des messages compte tenu des enjeux quand même qui restent à faire dans ce pays. Ce pays n'a pas besoin qu'on se déchire, on a besoin d'unité comme je l'ai dit, et puis on a besoin de faire, comme on l'a fait, rassembler tout le monde, tous les décideurs et la population pour faire avancer ce pays. Vous parliez de rassemblement, de rapprochement avec les institutions. L'UDAF, Mayotte, s'est rapproché du NECSEM. Alors, qu'est-ce que le NECSEM? Est-ce que vous, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout cet organisme? Alors, NECSEM, c'est un organisme qui est là justement pour fédérer tous les employeurs du secteur social et médico-social. Et NECSEM a plus de 50 ans d'existence pour soutenir justement ces genres d'employeurs. Donc nous, on a vu, c'est quand même un intérêt de nous affilier pour avoir de l'expertise, pour avoir un accompagnement, parce que nous sommes sur un département jeune, avec des dispositifs qui sont aussi jeunes, enfin qu'il faut aussi introduire dans la scène, que ce soit pour les employeurs ou pour les salariés. Donc on a vu qu'il y a un intérêt pour nous à adhérer. Et puis l'UNAF avait lancé aussi ce message pour dire aux UDAF, toutes les UDAF, de se rapprocher de cet organisme qui est extrêmement bien organisé, et ma foi, il faut y aller. Donc vous moi, êtes j'ai eu candidat. l'occasion. Alors moi, j'ai eu l'occasion aussi justement de me lancer dans la liste des candidats au conseil d'administration. Bon, le choix a été fait. Il y avait 40 candidats qui ont été retenus, et les 40 candidats qui ont été retenus, il y avait des conditions, donc j'ai pu les remplir, le seul candidat quand même dans les Outre-mer, et la liste a été arrêtée. Je ne suis pas sur la liste principale, mais néanmoins je fais partie de cette club de 40 personnes qui seront plus ou moins sollicitées à chaque fois qu'il sera question de faire avancer les choses, que ce soit au niveau de Mayotte ou au niveau national. Justement, vous aimeriez créer une antenne locale du NECSEM. À quoi ça pourrait servir? Mais ça pourrait justement nous rapprocher plus de NECSEM, puisque effectivement ça fait partie des pas uniquement des pour éléments. l'UDAF, on imagine que ça ne servirait pas uniquement à l'UDAF. Après on fera venir d'autres structures, bien sûr, ça sera vraiment ouvert, mais l'intérêt c'est ça, c'est avoir une instance locale qui pourra répondre tout de suite au mieux au questionnement que nous aurons à poser. Et puis bien sûr nous allons faire venir aussi faire adhérer d'autres structures, mais il faut tout de suite déjà qu'on montre son intérêt, et puis après moi je pense que les structures locales ne sont pas assez difficiles sur cette question, parce que tout le monde veut avoir l'expertise comptable nécessaire et l'accompagnement nécessaire pour faire avancer nos structures ici. Alors quels sont les grands projets aujourd'hui de l'UDAF? Votre cheval de bataille, ou s'il y en a plusieurs? Bien sûr. Sur quoi vous souhaitez mettre l'accent aujourd'hui? J'étais très heureux aujourd'hui lorsque dans mes propos introductifs, justement, j'avais déjà annoncé quelques axes de travail. Et le sujet qui a fait l'unanimité est que tous les partenaires, que ce soit le sénateur Tani ou le vice-président Issa Abdou, avaient déjà eu à traiter ce dossier. Il s'agit ici de la convergence et de l'alignement des droits sociaux, que Mayotte ne soit pas à chaque fois le dernier département de la République. Et là, c'est ça aujourd'hui le grand cheval de bataille. Ça, c'est très important. Ça fait partie, en tout cas, je vais illustrer ça pour dire qu'il y a eu l'adhésion. Il y a la question de la petite enfance. Aujourd'hui, il faut concilier la vie professionnelle de nos femmes, de nos sœurs, avec le monde du travail. Donc, il faut avoir un plan local de crèche, ce qui est quelque chose qui est accessible, puisque les UDAF sont déjà équipés, outillés, et on a un écho très positif, justement, de la part du conseil départemental et de l'État, et via nos parlementaires sur cette question, parce que tout le monde est d'accord. Et puis aussi, ma foi,
il faut aussi l'insertion de nos jeunes est aussi important, puisque dans le projet de conventionnement, nous allons faire signer une convention avec le GCMA, que je salue parce que le RSMA était aussi présent à notre AG, puisque ces derniers temps, nous travaillons beaucoup. Et là aussi, le sénateur Stani s'y mêle parce qu'il a aussi impulsé un certain nombre de rapprochements. D'accord. Donc moi, je pense que le monde, enfin la communauté familiale en tout cas, est partie pour avoir un développement pour répondre finalement aux attentes des Mahorais. Et là, je reviens pour saluer ce travail d'Ancheb Amana qui finalement on va converger tous ensemble pour faire pour construire notre département tout simplement et pour mieux accompagner nos familles. Voilà, parce que c'est après tout l'intérêt qui nous anime aujourd'hui. Un dernier mot avant de nous quitter. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette convergence des droits, on pense notamment à la retraite, on pense effectivement à tous ces droits sociaux qui aujourd'hui ne sont pas alignés. Ça, c'est vraiment un problème qu'il faut aller régler à Paris. En tout cas, c'est à Paris qu'il faut s'adresser pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait une accélération. On rappelle que la retraite de droit commun est prévue en 2036, premier retraité en 2078. Donc c'est là aujourd'hui où il faut appuyer. Et c'est à Paris, on imagine que vous allez vous adresser. Bien sûr, moi j'ai lancé un message, deuxième message que j'ai lancé aujourd'hui, c'est profiter des mouvements familiaux qui étaient présents pour dire nous avons tous des instances nationales. Il faut faire du lobbying. Il faut faire comprendre parce que la situation de Maït n'est pas connue. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on va résoudre le problème de Maït, encore une fois. Je crois que vous dit l'UNAF, justement l'Union nationale est tout à fait ouvert à nous accompagner. D'ailleurs, la présidente, j'ai annoncé ça aujourd'hui, va arriver à Mayotte avant la fin de l'année, donc pour rencontrer tout ce monde-là. Donc moi, je pense que nous avons signé avec l'État, les départements, des schémas. Il faut aller interroger ces schémas-là. C'est là où repose le travail des Mahorais et des jeunes Mahorais. C'est pas aller dans les réseaux sociaux pour s'envoyer des pics, des insultes. Ça sert à rien. Et donc moi, j'appelle à l'unité, j'appelle qu'on puisse travailler sur les documents existants sur le territoire avant d'aller créer des choses qui ne peuvent jamais être possibles, en tout cas pour l'intérêt des familles. Voilà. Merci beaucoup, Ali Nizari. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDAF à Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le salon de l'artisanat bat son plein depuis lundi. Plus de 135 exposants présentent leurs produits et le public est au rendez-vous. L'événement prend un peu plus d'ampleur chaque année et ce malgré certaines difficultés récurrentes. Ce matin, nous accueillons sur notre plateau le directeur de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je vous propose d'écouter Jean-Denis Larose lors de la matinale de Kwesi. La disposition du forum est différente puisque autrefois on utilisait le parking et donc là on est obligé d'abandonner cette option puisque maintenant il y a des voies pour les taxis et pour l'accès à la barge. Donc ça nous a conduit à réimaginer un aménagement et qui apparemment plaît beaucoup mieux à l'ensemble de la population, des visiteurs et des artisans. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a de plus en plus de monde. Là, nous avons eu 200 inscriptions. Donc, il y a aujourd'hui entre 135 et 140 artisans, puisqu'il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés hier. Et donc, après, la difficulté, ce sont les visas. Bon, même si nous avons des partenariats qui nous permettent d'avoir globalement des réponses positives. Et puis, c'est surtout le problème des avions. Puisqu'il y a des artisans qui ne sont pas venus parce qu'il n'y a pas de place dans les avions. Et les coopératives d'artisans sont peu nombreuses en France, alors que ces confectionneurs s'associent pour proposer leur savoir-faire au service de la qualité et des productions locales. Bien souvent, c'est un accueil chaleureux qui leur est réservé. C'est en tout cas ce qu'ont pu constater les artisans membres de la maison artisanale de Mamoudzou, une semaine après son inauguration le 21 juin dernier. Comment ce projet est-il né? Quelles productions artisanales y sont-elles proposées? Et quelles sont les ambitions de ces artisans à moyen terme? Un sujet signé Marion Tellier. Le projet est innovant. Il s'agit bien de la première coopérative artisanale d'art à Mayotte. Une initiative qui prend sa source en janvier 2018 et qui depuis lors n'a cessé de se développer jusqu'à l'inauguration officielle d'un espace commercial dédié, la maison artisanale. Installée devant l'embarcadère à Mamoudzou, l'endroit est idéal pour mettre en exergue le savoir-faire mahorais, au plus grand bonheur des visiteurs, déjà nombreux.
Ils étaient très curieux au niveau des bijoux de touche du bois, les stylos, enfin, ils posaient pas mal des questions, c'est fait à base de quoi, comme c'est fait à Mayotte et tout, est-ce que c'est du bois venu de Mayotte, est-ce que c'est venu à l'extérieur? Travail sur bois, mais aussi confection de confitures, d'huile de massage, d'huiles essentielles ou encore de bijoux, des productions variées et des conceptions uniques. C'est ce qui a séduit Amina. Comptable de formation, elle décide il y a 5 ans de lancer son propre atelier de confection sur mesure. Après avoir mis en place des défilés de mode dans l'île, j'ai été prise de passion pour confectionner sur mesure des vêtements. Et donc, c'est vraiment une passion qui m'anime de jour en jour. Je m'épanouis énormément dans ce domaine d'activité. Initialement lancée grâce aux forces vives de 4 associés, la coopérative fédère aujourd'hui 8 artisans et compte bien affirmer la dynamique innovante dans laquelle elle s'inscrit avec un nouveau projet, exporter ses produits artisanaux à l'étranger via un système de vente en ligne. Le quart de finale France-USA, les craintes des taximens ou encore la grève des sapeurs-pompiers. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au brève de ce vendredi 28 juin. Dans un communiqué signé par 4 syndicats, les taximens du département montent au créneau suite au report de leur dossier de demande d'aide au conseil départemental. Un arrêté préfectoral a été publié récemment afin d'acter une augmentation du prix des courses. En parallèle, les 660 taxis du département doivent d'ici 2 ans se mettre en conformité avec la charte taxi de 2014. 600 taxis vont donc être remplacés grâce à des subventions du conseil départemental et à des prêts bancaires. Il est ainsi prévu que tous les ans jusqu'en 2021, 200 véhicules soient remplacés. Ouseni Benissa, le président de la commission des finances, justifie ce report par le fait que la commission a émis des craintes sur cette subvention de 2 millions d'euros par an sur 3 ans. Selon lui, l'absence de détails quant aux dépenses qui seront réalisées jette le trouble. Cela dit, une séance plénière devrait se tenir dans le courant du mois de juillet. Il espère que d'ici là, les services du département pourront répondre aux interrogations et aux craintes de la commission. Les pompiers du département ne décolèrent pas. Après plusieurs mouvements de grève, ils espéraient pouvoir provoquer une nouvelle réunion avec leur hiérarchie. Mais Ahmed Alaoui, président du NSSPP, nous a confirmé hier que les négociations n'ont toujours pas abouti et que de ce fait, la grève du 1er juillet est confirmée. Pour l'heure, les actions qui seront mises en place restent à définir. La menace de ne pas défiler le 14 juillet prochain, au risque de sanctions par leur hiérarchie, est toujours d'actualité. Il y a quelques semaines, Abdallah Bamana avait lancé ces quelques mots, je cite « On s'en fout, c'est notre seul moyen de pression, nous voulons obtenir ces points de revendication ». Le conflit risque donc de faire du bruit, et ce jusque dans les plus hautes instances de l'État, le boycott d'un défilé national étant un acte lourd de conséquences. Après leur victoire face au Brésil dimanche dernier, les Bleus vont affronter ce soir à 22h les Américaines, grandes favorites de la compétition. Cela étant, les Américaines se sont qualifiées péniblement face aux Espagnols en début de semaine. Pas en réussite au niveau des occasions de but et pas dominatrices dans ce match. Ce n'est que grâce à un second pénalty qu'elles ont obtenu le droit d'affronter le pays hôte de la compétition. Les joueuses de Corinne Diacre pourront compter sur le soutien de Didier Deschamps, sélectionneur champion du monde, qui sera présent dans les gradins du Parc des Princes. Dans l'autre quart de finale d'hier soir, c'est l'Angleterre qui l'a emporté contre la Suède. Si elle passe le stade des quarts, ce sont donc ses adversaires que les Bleus pourraient affronter en demi-finale. On termine ce journal avec la 36e édition de la course de pneus. Samedi, la fête va prendre corps dans les rues du chef-lieu. Au-delà de la compétition, c'est l'aspect convivial et festif qui a fait la réputation de l'événement. Depuis plusieurs années, l'objectif est d'exporter le concept à l'extérieur des frontières du département. Certains rêvent même d'une course géante sur la plus belle avenue du monde à Paris. Au montage, Leslie Vumenet. J-1 avant le départ de la course de pneus, l'heure est au dernier réglage pour les participants comme pour les organisateurs. Selon la mairie de Mamoudzou, tout a été mis en œuvre pour que la fête batte son plein. Pour qu'on ait une fête réussie, on ne peut pas lésigner sur les moyens. Il nous faut être à la hauteur. C'est pour ça, comme ça a été dit là, cette année, il y a la police nationale, il y a la gendarmerie,
il y a les RSM, et il y a la mairie de Mamoudzou avec la police municipale et tout. Il y a les associations de Kawini, les autres associations également. Tout est mis en place pour que la fête soit belle. Voilà, les caméras, toute la logistique sécuritaire de la mairie de Mamoudzou, elle va être mise en place pour permettre à ce que cette fête soit une réussite. La course de pneus a évolué au fil de ces 36 éditions. En marge de l'épreuve sportive, elle revêt un caractère social et environnemental. La sensibilisation se fait même avant, puisqu'en fait les enfants doivent aller chercher leurs pneus. Donc les enfants, ça fait 10 jours, 15 jours qu'on les voit un peu partout, dans les mangroves et tout ça, récupérer le pneu. Et après, on a, nous, une convention avec la mairie de Mamoudzou, puisque les pneus sont récupérés par les agents techniques. Et je remercie tous les agents techniques qui travaillent ce jour-là pour ramasser les pneus. Et les pneus sont ensuite détruits chez Enzo. Donc il y a une vraie obligation de la part de la mairie, puisque là c'est un service qui est payant même, donc les pneus sont complètement traités, donc il y aura 1000 pneus qui demain vont être sortis du réseau, mangrove, dans les rues, dans les quartiers, etc., pour être ensuite livrés chez Enzo samedi soir, et ensuite la semaine prochaine détruits. Donc ça c'est il y a une action d'environnement. Si localement la course est devenue un monument du patrimoine local, nombreux sont ceux à souhaiter qu'elle le devienne en dehors des frontières de Mayotte. Sidina Djayedine est de ceux-là et rêve d'une course dans la ville lumière. Vous savez, chaque pays a son truc. Chaque pays a son événement. Et nous, on a notre grand prix à nous. La course de pneus, c'est le grand prix de Mayotte. C'est un monument. C'est un patrimoine. Et ce patrimoine-là, on ne peut pas le laisser tomber. Et il faut trouver un moyen pour pouvoir exporter Mayotte à l'extérieur, vendre Mayotte à l'extérieur. Et je pense aujourd'hui, cette course de pneus, qui est le Grand Prix de Mayotte, un très bon moyen pour vendre Mayotte à l'international. Mais mon plus grand souhait et rêve, c'est d'organiser la course de pneus à Paris, aux Champs-Élysées. Selon l'élu de Mamoudzou, les premiers contacts ont été pris avec la municipalité parisienne. S'il n'existe rien de concret pour le moment, l'idée fait son chemin pour qu'un jour la plus belle avenue du monde accueille l'une des plus belles courses qui soit. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.